Salam alaikum. Bonjour, je me présente. Youssef Gharib, consultant dans le domaine de l'éducation du cabinet Bridge to Study. Ces dernières semaines, nous avons reçu beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux, nos emails. On a reçu beaucoup d'appels téléphoniques d'étudiants qui se posent beaucoup de questions sur la prochaine rentrée universitaire. Bien sûr, avec toutes les rumeurs qui circulent, il y en a qui disent comme quoi il n'y aura pas d'études l'année prochaine, une année blanche. D'autres disent comme quoi il y aura des études en ligne. D'autres disent que la reprise sera là. Aujourd'hui, on a décidé de donner réponse à toutes ces questions-là. Donc, nous avons groupé à peu près une trentaine de questions reçues de la part de ces étudiants et des fois des parents aussi. Et nous avons décidé de faire une vidéo qui regroupe le tout pour le partager avec le maximum de gens. Autre point qui est très important pour moi, j'ai reçu un message demandant à ce que la vidéo se déroule en arabe. J'ai répondu à la personne par email, mais je partage avec vous la réponse aussi, c'est très important je pense. J'ai décidé de la faire en français tout simplement parce que les questions qu'on a reçues, on ne les a pas reçues que d'étudiants marocains. On a des questions du Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, en France aussi. Donc, pour pouvoir répondre à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre, nous avons décidé de la faire en français. La première question. Est-ce que l'examen national du baccalauréat peut être annulé au Maroc comme en France? En date d'aujourd'hui, on n'a aucun élément qui va nous permettre de donner une réponse à cette question-là. Le ministre de l'Éducation marocain a dit au début du mois d'avril comme quoi l'hypothèse d'annuler les examens du baccalauréat est écartée. Donc, je préfère qu'on garde ce scénario-là pour l'instant et qu'on se concentre sur notre programme. Parce que, et ça, bien sûr, c'est un avis personnel, la chose la plus importante pour moi est que l'étudiant, surtout l'étudiant du baccalauréat, finisse son programme. Réussir avec l'examen, sans l'examen, pour moi, ce n'est pas important. Mais c'est important si le mois de septembre, je suis dans une université, que j'ai tous les bagages pour pouvoir commencer mon année universitaire. Deuxième question. Avec la situation actuelle, est-ce qu'il y a des changements dans la procédure Parcoursup et Campus France? Pour Parcoursup, il n'y a aucun changement. Même le calendrier est toujours le même. Le 19 mai, il y aura les premières réponses d'université qui vont tomber. Pour Campus France, la même chose. Il n'y a aucun changement. On reçoit toujours des réponses positives et des réponses négatives d'université. La seule chose qui a été confirmée il y a quelques jours, c'est par rapport au programme Adulte Maroc. Le programme Adulte Maroc, c'est un programme destiné aux étudiants marocains qui ont décidé de postuler pour un DUT en France. Donc, il y a eu une présélection. Donc, déjà, il y a eu des résultats des étudiants qui ont été sélectionnés, ou on va dire présélectionnés, et des étudiants qui ont été refusés. Les étudiants présélectionnés, en général, ils passent des entrevues le mois de juin. Il y a 2 jours, Campus France a affiché comme quoi il y aura ces entrevues-là à travers des visioconférences. Donc, il y aura des entretiens en ligne. La troisième question. J'ai postulé pour des formations qui nécessitent des épreuves écrites ou orales en France. Comment ça va se passer? Toutes les épreuves écrites en France ont été annulées. Les épreuves orales, par contre, ce n'est pas le cas. Il y en a qui les ont annulées et d'autres vont faire des entretiens via vidéoconférence. Et pour avoir la réponse par rapport à l'établissement pour lequel vous avez postulé, contactez directement l'établissement ou allez sur le site. En général, la majorité des universités ont tout affiché sur leur site internet. Un petit exemple, le concours Sciences Po a été annulé. Il n'y aura pas d'entretien non plus. Pour bien sûr la prochaine rentrée scolaire. La question suivante. Quelques concours ont été supprimés. Est-ce que j'aurai moins de chances d'être sélectionné? La réponse est non.
Bien sûr, parce que si le concours il a été supprimé, ben, il a été supprimé pour tous les étudiants. Ça veut dire que la sélection sera la même pour tous les étudiants. Si on va sélectionner juste sur le dossier scolaire, ben, ça sera sur le dossier scolaire. Si c'est un entretien en ligne, ben, c'est un entretien en ligne et pour tout le monde. Donc non, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a moins de chances d'être sélectionné parce qu'on n'a plus le concours. Quatrième question. J'étudie actuellement en licence économie en France. Nous sommes en confinement et je ne sais pas comment ça va se passer pour les examens. Nous entendons beaucoup d'informations, mais quelle est la bonne? Avec la situation actuelle, le ministre de l'Éducation français, il a donné beaucoup plus de souplesse aux universités françaises. Ce qui veut dire que la décision va varier d'une université à une autre. Donc la meilleure des choses, c'est de vraiment contacter le service administratif de votre université ou le département où vous étudiez. Ils vont vous donner la réponse. Est-ce qu'ils vont compter juste les résultats en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont vous faire passer des examens à distance? Chacune va prendre une décision différente et bien sûr, la bonne réponse est chez le département où vous étudiez. Donc, contactez votre université. Si je peux élargir un petit peu ma réponse et passer aux universités anglo-saxonnes, ces universités-là, en fait, les canadiennes, américaines, anglaises, elles ont beaucoup plus de souplesse. Elles sont autonomes depuis toujours. Donc, il n'y aura pas de ministre de l'éducation qui va transiger que ceci ou que cela. Ça veut dire que c'est l'université qui va décider. Et automatiquement, il faut contacter votre université pour avoir la bonne réponse. Question suivante. Les universités canadiennes continuent-elles à accepter de nouvelles candidatures? Oui, mais la chose la plus importante, c'est les dates limites. Il faut vérifier sur le site internet de l'université si la date limite est toujours valable ou s'il y a toujours possibilité de postuler. Si c'est le cas, continuez à postuler. Les universités reçoivent vos demandes et les traitent. Par contre, si la date limite est dépassée, ben ça ne sert à rien. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est que quelques universités, à cause de la situation actuelle, ils ont prolongé leur date limite de demande d'admission. C'est pour ça que c'est important d'aller plutôt sur le site de l'université pour avoir la bonne réponse. Parce que c'est du cas par cas, bien sûr. Question suivante. Est-ce que je peux réserver mon logement universitaire malgré la situation actuelle? Tout à fait, parce que les administrations des résidences universitaires, un peu partout dans le monde, continuent à traiter les demandes reçues. Par contre, ce que je peux vous confirmer, à travers les échanges que j'ai eus avec eux, qu'ils sont en train d'étudier tous les scénarios. Les scénarios d'études au mois de septembre, pas d'études, études en ligne, études le mois de janvier. Ils vont voir tous les scénarios et ils vont pouvoir se préparer pour chaque situation. Donc, bien sûr, vous pouvez continuer à envoyer vos demandes de réservation de logement universitaire parce que si vous tardez, vous n'allez plus avoir de place. Il ne faut pas l'oublier, le nombre de résidences est limité. La question suivante. Je suis admis à HEC Montréal, mais je suis perdu avec toutes les rumeurs qui tournent. Est-il possible de reporter mon admission à septembre 2021? En date d'aujourd'hui, la vérité, je ne vois pas l'utilité de reporter. On n'a pas de visibilité, personne ne sait. Mais pour votre question spécifiquement, vous avez parlé d'HEC Montréal, je peux vous confirmer qu'HEC Montréal est prête pour donner des cours en ligne le mois de septembre et des cours en présentiel. Donc, en fonction de la situation, ils sont prêts à commencer le mois de septembre sans aucun problème. Vu qu'on est dans les universités canadiennes, je vais juste parler de cette question de report, elle est très importante. La majorité des universités canadiennes permettent le report une session plus tard. Ça veut dire que les étudiants du mois de septembre peuvent reporter en général leur admission plutôt pour la session de janvier 2021. Mais ils n'ont pas le droit de la reporter pour septembre 2021.
il faut faire une nouvelle demande d'admission. C'est très important. Question suivante. J'ai une admission dans une université canadienne. Vu la situation actuelle, est-ce que je peux déposer ma demande de CAQ et permis d'études au consulat du Canada? Sûrement, il y aura des gens qui regardent la vidéo qui ne vont pas comprendre c'est quoi peut-être le CAQ, le permis d'études. Je vais les expliquer. C'est quoi? Le CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. C'est un document délivré par le ministère de l'Immigration du Québec. C'est une sorte d'autorisation que le ministère délivre à l'étudiant pour pouvoir étudier dans cette province du Canada. Le permis d'études, c'est un document délivré par le ministère de l'Immigration du Canada. Et c'est un document qui permet à l'étudiant de pouvoir avoir un statut légal pour étudier au Canada. Je vais même expliquer le visa pour faire vraiment la nuance parce que des fois il y a des ambiguïtés là-dessus. Le visa est un document de voyage qui nous permet d'accéder au pays. Ce n'est pas le permis d'études. Ce sont deux documents différents. Pour retourner au CAQ, c'est obligatoire d'avoir le CAQ avant de pouvoir postuler pour la demande de permis d'études, sauf des exceptions en fonction du consulat du Canada. Parce qu'on peut trouver des consulats du Canada dans un pays qui peuvent accepter la demande de permis d'études même si on n'a pas encore reçu le CAQ et bien sûr on va leur délivrer plus tard, et d'autres consulats dans le monde aussi du Canada qui n'acceptent pas qu'on dépose une demande d'admission sans avoir le CAQ dans les documents. Donc il faut vérifier en fonction du pays où vous allez déposer votre demande de visa. Donc pour retourner à la question qui dit est-ce qu'on a toujours la possibilité de déposer ces demandes? Oui, le ministère de l'Immigration du Québec continue à recevoir les demandes. Donc vous pouvez faire votre demande de CAQ en ligne et l'envoyer bien sûr après par la poste. Et pour les permis d'études, oui, les consulats du Canada dans le monde entier continuent à recevoir des demandes de permis d'études. Question suivante. Est-ce que le traitement des dossiers pour le permis d'études canadien se fait encore? J'ai répondu en partie dans la question précédente. Oui, le traitement se fait. Ça veut dire on dépose la demande et c'est très important de savoir que les demandes ne sont acceptées qu'en ligne. On n'a plus le droit, en date d'aujourd'hui, de déposer les demandes format papier dans les centres CRDV. Donc, juste les demandes en ligne. Et elles sont traitées par le consulat du Canada. Question suivante. Est-ce que la situation actuelle du Covid-19 peut affecter la procédure ou le délai de traitement de la demande de CAQ ou de permis d'études? Dans cette situation-là, je peux vous dire que oui, la situation pourra affecter les délais de traitement. Les CAQ actuellement commencent à prendre plus de temps que la normale et le ministère l'a annoncé. Les permis d'études, le ministère de l'Immigration du Canada a annoncé comme quoi les délais affichés sur son site ne sont pas exacts à 100%, c'est en fonction des périodes. Donc le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, n'attendez pas de finaliser vos examens ou d'avoir votre baccalauréat pour déposer votre demande de CAQ et de permis d'études. Commencez à déposer dès la date d'aujourd'hui, n'attendez pas. Parce que si vous attendez jusqu'à cet été, ce n'est pas sûr que vous allez recevoir votre CAQ permis d'études et vous n'allez pas partir étudier si les universités sont ouvertes. C'est très très important. Et vous n'avez rien à perdre. Parce que si j'ai mon visa et l'université va donner un cours en ligne le mois de septembre, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir suivre le cours en ligne de chez moi et le mois de janvier, je pars pour faire des cours en présentiel avec mon visa. C'est pour ça que c'est très important de commencer dès aujourd'hui. La question suivante. Avec la situation actuelle, est-ce que l'obtention de mon visa et permis d'études est garantie? J'ai envie de partager quelque chose avec tous les étudiants.
que ce soit des étudiants qui vont partir étudier à l'étranger ou des étudiants qui vont rester au pays. Il n'y a ni demande d'admission, ni visa, ni permis d'études qui sont garantis, que ce soit avec la situation actuelle ou la situation normale. C'est très important, faites attention. Si des gens vous disent que les admissions sont garanties, je suis désolé de le dire, ils sont en train de vous mentir. Donc, aucune admission n'est garantie. Aucun visa n'est garanti. Aucun permis n'est garanti, je le répète encore. Pour pouvoir avoir son permis d'études canadien, par exemple, les conditions sont claires. Il faut avoir la capacité financière de financer son projet d'études. Démontrer qu'on a les moyens d'aller étudier au Canada. Deuxième point, votre projet d'études, est-ce qu'il est cohérent? C'est très important. Et bien sûr, le dossier scolaire de l'étudiant, c'est très important aussi. Un étudiant qui a de très très bonnes notes, le consulat, il sera beaucoup plus convaincu de son projet d'études que quelqu'un qui a des notes très très basses. Donc ces trois critères sont très très importants pour la demande du permis d'études. La question suivante, est-ce que l'analyse de la demande du permis d'études se fait avant ou après la cueillette des données biométriques? Ok, les données biométriques, c'est quoi? Les données biométriques, en fait, une fois on dépose la demande, le consulat nous demande de faire une cueillette de données biométriques dans les centres qu'on appelle CRDV. Ces données biométriques, en fait, c'est simple, c'est les empreintes plus les photos. Donc, en répondant à la question, si on parle côté chronologique, la cueillette des données biométriques vient avant l'analyse de la demande du permis d'études. Mais la situation actuelle, il y a des choses qui ont changé. Avant, quand on recevait la lettre pour faire la cueillette des données biométriques, on avait 30 jours à partir de la date sur cette lettre-là pour effectuer cette cueillette-là. Par contre, le ministère de l'Immigration du Canada a allégé un petit peu en donnant 90 jours aux personnes qui vont déposer cette demande. Donc vous avez 90 jours pour faire la cueillette. Question suivante. Est-ce que c'est vrai que le CRDV de Rabat ouvrira le 27 avril pour déposer les données biométriques? Aucune donnée officielle ne dit que c'est le 27 avril. Sur le site internet du CRDV, au début du mois d'avril, ils ont annoncé comme quoi les CRDV sont fermés sans préciser de date. Cette annonce, à ce moment-là, se basait sur la déclaration du gouvernement marocain. Par contre, n'oublions pas que le gouvernement marocain dernièrement a annoncé comme quoi le confinement va jusqu'au 20 mai. Ce qui veut dire que ce n'est pas sûr, à mon avis, que le CRDV vont ouvrir avant le 20 mai. Mais bien sûr, la bonne réponse sera sur le site internet du CRDV. Donc juste de temps à autre, allez sur le site, vérifier. Si ils annoncent comme quoi c'est ouvert, foncez pour faire votre cueillette de données biométriques, tout simplement. Une autre question. Actuellement, tous les centres de passation de tests sont fermés. Puis-je soumettre ma demande d'admission sans test? Une très bonne question. C'est simple. Si vous devez déposer une demande d'admission, n'attendez pas. Faites la demande en ligne ou papier. Préparez les documents que vous avez. Si jamais il y a des documents qui manquent et que, bien sûr, vous n'arrivez pas à voir parce que l'école est fermée, parce que l'employeur est en confinement, ne pourra pas me délivrer mon attestation de stage ou autre, ou le centre de test est fermé, je ne pourrai pas passer le IELTS ou le TCF. Donc c'est simple. Écrivez une lettre explicative à l'université disant comme quoi le centre de passation du test est fermé, comme quoi mon lycée est fermé, je ne peux pas avoir le relevé du premier semestre. Spécifiez ça sur une lettre, envoyez-la avec vos documents. Les universités sont très souples et compréhensives. Elles vont comprendre que la situation est partout dans le monde identique. Donc, ne vous inquiétez pas, écrivez une lettre explicative et ils vont très bien comprendre ça, être indulgents surtout. Question suivante. Ma rentrée débutera au mois de mai. Est-ce que l'université va reporter mon admission ou bien existe-t-il des solutions alternatives? Pour bien expliquer la chose, parce que peut-être il y a des gens qui ne vont pas comprendre une
admission qui va commencer le mois de mai. Dans la majorité des pays anglo-saxons, il y a plusieurs rentrées scolaires. Il y en a qui commencent en septembre, d'autres le mois de janvier, d'autres le mois de mai, plusieurs à l'année. Donc, l'étudiant qui a posé cette question-là a une admission le mois de mai, il veut savoir est-ce que ça va être reporté. C'est votre université qui va répondre à cette question-là. Mais je peux vous dire que majoritairement, les universités ont annulé cette session de mai. Ils l'ont reportée pour soit l'été, juin ou juillet, ou des fois le mois de septembre. Parce qu'ils sont toujours en train d'attendre les dernières nouvelles. Donc, communiquez avec votre université, vous allez avoir la bonne réponse. Est-ce que la rentrée universitaire de septembre aura lieu ou elle sera annulée? Est-ce que c'est possible de savoir la date exacte de la rentrée? Cette question, je peux vous dire que on l'a reçue peut-être facilement 70 ou 80 de mémoire fois. Donc, c'est une question bien sûr très très importante. Et la réponse est la suivante. Il y a plusieurs scénarios. Le premier, la pandémie, ce que j'espère de tout cœur, sera derrière nous avant le mois de septembre. Les cours vont reprendre normalement. Deuxième situation, il y a des universités qui ont déjà annoncé un décalage de la rentrée universitaire. Ça veut dire, on va commencer, au lieu de commencer le mois de septembre, on va commencer le mois d'octobre ou le mois de novembre. Et je peux vous dire que beaucoup d'universités anglaises, de l'Angleterre bien sûr, ont déjà annoncé ça. Donc report ou décalage de rentrée, on va dire, pour 1 mois ou 2 mois. Troisième scénario, des sessions qui vont être reportées de septembre à janvier. Ça veut dire reporter la session, au lieu de commencer septembre, commencer le mois de janvier. Mais dans ce scénario-là, beaucoup d'universités, surtout anglo-saxonnes, vont commencer les cours en ligne le mois de septembre. Et vous allez reprendre le mois de janvier en présentiel. Ce sont les scénarios les plus sûrs, ou les scénarios qu'on va dire qui sont plus plausibles. Question suivante. Ok, c'est une question en anglais. Je vais vous la traduire. What if the student has already paid? Ok, si l'étudiant a déjà payé ses frais de scolarité ou une avance de ses frais de scolarité et les études n'ont pas commencé le mois de septembre, est-ce qu'il sera remboursé? Il n'y a pas une réponse identique pour tout le monde, mais c'est simple. En général, oui, les universités remboursent, bien sûr. Si jamais le cours a été annulé et ce n'est pas de votre faute, c'est sûr que vous serez remboursé. Mais je préfère ne pas généraliser et que vous voyez cas par cas. L'université pour laquelle vous avez postulé et vous avez reçu une admission, contactez-les pour demander si jamais les cours sont annulés, est-ce que vous allez me rembourser? Et ayez votre preuve qui dit oui ou non. Et comme ça, vous allez avoir la réponse à cette question parce que c'est du cas par cas. Je ne pourrai pas donner une réponse généraliste. La question suivante. Ok, les questions qui viennent, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. On les a reçues d'étudiants et bien sûr, j'ai envie de leur répondre, c'est très important parce que c'est des choses qui les dérangent, c'est des choses auxquelles ils veulent avoir une réponse. Donc je vais y répondre, mais ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Mon visa en poche, est-ce que je dois ouvrir un compte bancaire au Maroc ou au Canada? La réponse est simple. Il faut ouvrir le compte bancaire dans le pays d'études. Le fait d'ouvrir un compte bancaire dans votre pays d'origine ne vous servira à rien. Ouvrez un compte dans ce pays-là et bien sûr les parents peuvent vous envoyer l'argent pour vos frais de subsistance. Mais je ne vois pas l'utilité d'ouvrir un compte dans son pays parce qu'on va étudier à l'étranger. Question suivante. Combien d'argent je dois ramener avec moi? Est-ce qu'il y a un plafond à ne pas dépasser? Je n'ai pas l'information pour tous les pays du monde. Aujourd'hui, cette question-là provient d'un étudiant marocain. Je vais répondre pour son cas. Et bien sûr, la réponse, vous allez la voir chez votre banquier.
Ça veut dire s'il y a des étudiants d'autres pays, demandez à votre banquier pour avoir la bonne réponse. Pour les Marocains, pour tout ce qui est frais de scolarité, vous pouvez envoyer n'importe quel montant qui figure sur votre lettre d'admission et la facture de l'université. Pour les frais de subsistance ou les frais de séjour, vous avez le droit à ce qu'on appelle une dotation scolarité. C'est une dotation qui vous permet de payer les frais d'installation, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire le premier voyage que vous aurez pour vos études, vous avez le droit à avoir 25 000 dirhams. Donc vous pouvez changer l'équivalent de 25 000 dirhams pour votre premier voyage. En dehors de ça, vous avez le droit à 10 000 dirhams par mois pour vos frais de subsistance, vos dépenses personnelles. Par exemple, la nourriture, les frais de transport, les livres, les médicaments ou autres. Donc jusqu'à 10 000 dirhams maximum. Vous avez le droit aussi de recevoir l'argent pour votre loyer. Que ce soit le loyer mensuel, que ce soit un dépôt de garantie, vous avez le droit de l'avoir et de l'envoyer à travers votre banque. Donc c'est ce qui est permis ou autorisé par l'Office d'échange marocain. Une fois au Canada, est-ce que je dois souscrire à une police d'assurance? C'est obligatoire par la loi canadienne qu'un étudiant ait sa propre police d'assurance. Dans les grandes universités, les collèges publics, vous allez l'avoir sur votre facture. Ça sera fait automatiquement. Quand vous allez recevoir la facture, l'assurance est incluse. Donc vous allez la payer. Par contre, pour les petites écoles, les petits centres, des fois, soit ils ont un partenariat avec une compagnie d'assurance, soit ils vont vous demander d'aller contracter une police d'assurance chez un assureur tout simplement. Mais c'est obligatoire de l'avoir. Donc renseignez-vous auprès de votre établissement s'il y a une assurance ou pas. Sinon, à votre arrivée au Canada la première semaine, je vous conseille de contracter une police d'assurance. Question suivante. Est-ce que je dois ramener tous mes diplômes et relevés de notes originaux aux copies lors de mon voyage? Oui, je le conseille. Je préfère que les étudiants ramènent leurs originaux avec eux. Beaucoup d'universités vont vous exiger de voir l'original de votre diplôme et relevé de notes pour vérifier la véracité des documents. Donc ramenez-les avec vous pour les montrer à ces universités-là ou à vos universités. Par contre, un petit conseil, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de les perdre ou autres, un petit conseil, quand vous allez vous installer dans le pays où vous allez étudier, allez à votre banque, demandez un coffre de sécurité et déposez vos documents importants. C'est un coffre sûr avec votre clé, personne ne pourra y accéder et c'est sécuritaire. Question suivante. Comment payer les frais de scolarité à l'université? Dans la majorité des pays, je peux vous dire 90% des universités dans le monde reçoivent les paiements par virement bancaire. Ça veut dire vos parents vont faire un virement de leur compte personnel au compte de l'université. Il n'y a aucun autre moyen. Quand c'est pas cher, par exemple des frais qui ne vont pas dépasser 500 € des fois, il y a des gens qui vont payer sur place avec une carte. Il y a encore des pays qui acceptent des paiements en espèces, mais la majorité c'est des virements en général. Une autre question. Comment faire pour prendre la décision pour le choix d'un pays ou une université ou un programme? C'est une très bonne question. Au fait, c'est ce qu'on appelle le processus décisionnel pour les études à l'étranger. Pour moi, le critère le plus important, c'est le côté financier. J'ai les moyens d'aller étudier dans ce pays, je fonce. Je n'ai pas les moyens d'aller étudier dans ce pays, j'oublie. Tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas l'argent de vos parents. En faisant des demandes de visa, des demandes d'admission dans un pays que vous n'allez pas pouvoir financer. Donc automatiquement, je me renseigne dans un premier temps sur le coût de mon projet d'études. Ensuite, il y a beaucoup de critères. Le critère langue. Est-ce que je veux étudier en arabe? Est-ce que je vais étudier en anglais? Est-ce que je vais étudier en français? Est-ce que je suis ouvert à apprendre une nouvelle langue et étudier dans cette langue-là? Ensuite, la qualité des études. Bien sûr, se renseigner sur la qualité des études dans cette université, le cadre de vie dans ce pays, ce sont des critères très importants pour lesquels il faut se renseigner.
Il y a un dernier critère que j'ai envie de partager avec vous et qui est très important. La vérité, j'en parle à travers mon expérience. Les étudiants que je reçois. Il y a des fois des étudiants qui arrivent en me disant « Monsieur Youssef, j'ai envie de postuler pour l'université X et quand j'entends le nom, c'est une université qui est classée parmi les 10 premières au monde. C'est bon d'avoir des objectifs, c'est bon d'avoir des rêves, mais il faut des fois que ça soit réaliste. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis réaliste dans le sens, le critère le plus important, c'est, dans un premier temps, votre dossier, vos notes. Donc, est-ce que vous avez le niveau pour pouvoir accéder à cette université-là? Donc, ne restez pas là-dedans. Vous pouvez postuler, bien sûr, c'est votre droit. Mais bien sûr, faites des plans de secours. Je postule pour cette université-là, j'ai un très bon dossier, mais si jamais l'université refuse ta demande, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je vous conseille de faire des plans de secours. Je postule pour cette université-là et je postule pour d'autres universités où j'ai plus de chances. Comme ça, je serai beaucoup plus intelligent et même, je dirais, beaucoup plus stratège dans mon processus d'études à l'étranger. Question suivante. Sur la majorité des groupes des réseaux sociaux, on nous conseille de préparer un DEP. Parlez-nous en plus, s'il vous plaît. Le DEP est un diplôme canadien. C'est l'acronyme du diplôme d'études professionnelles. C'est un diplôme de niveau secondaire. C'est très important, je le répète encore. Un diplôme de niveau secondaire. Et je vais vous donner tout simplement mon avis personnel et j'assume ma réponse. Quand je reçois quelqu'un qui a un bac plus 5 et qui me dit « j'ai envie de faire un DEP », je ne comprends pas. C'est illogique. J'ai fait des études très poussées en finance, par exemple, et je reviens faire des études pour apprendre à réparer un ordinateur. Si, bien sûr, vous avez une raison ou une justification pour ce changement, qui est logique, il n'y a pas de problème. C'est votre droit, bien sûr. Mais changer, je ne vois pas l'utilité. Et c'est quelque chose qui pourra affecter même votre demande de permis d'études. Parce que les agents d'immigration dans les consulats vont faire la même remarque que je viens de faire. C'est illogique. Votre projet d'études est illogique et incohérent. Donc, je répète encore, cette réponse, c'est ma réponse, c'est mon avis et je l'assume. Question suivante. C'est quoi la différence entre le Québec et le Nouveau-Brunswick? Le Canada est constitué de 10 provinces et 3 territoires. Le Québec et le Nouveau-Brunswick sont 2 provinces du Canada. Bien sûr, je vais vous donner la différence côté éducation, bien sûr, c'est très important. Le Québec est une province majoritairement francophone. Le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Il y a du français et de l'anglais. À part égale, on va dire. Les frais de scolarité au Nouveau-Brunswick sont moins chers qu'au Québec. Le nombre d'années d'études au secondaire au Québec sont de 11 années. Le nombre d'années d'études au Nouveau-Brunswick, c'est 12 années. C'est très important de faire cette nuance-là, parce que le nombre d'années d'études est un des critères sur lesquels se basent les universités pour vous accepter. Ou vous refuser, bien sûr. Question suivante. Quelles sont les exigences générales pour être accepté dans une université? C'est simple. Pour moi, il y a 4 critères sur lesquels se basent les universités pour accepter votre demande ou la refuser. Bien sûr, ces 4 critères ne sont pas pris en compte par toutes les universités du monde. Il y en a qui vont prendre les relevés de notes. Et majoritairement, c'est les relevés de notes, bien sûr. Ensuite, d'autres qui vont exiger un test de langue. Donc, le score que vous allez avoir à votre test de langue est très important et un critère de sélection aussi. 3e critère, la lettre de motivation. Les universités veulent voir
que votre projet d'étude est bien établi, est bien étudié, et vous n'êtes pas là juste parce que vous avez fait un choix au hasard. Quatrième critère, et non le moindre, c'est votre vie parascolaire. Beaucoup d'universités veulent savoir ce que vous faites en parascolaire, des activités associatives, la participation dans la vie active du lycée, le sport, des activités culturelles, c'est très très important pour quelques universités. Donc la personne doit essayer de travailler sur les 4 critères pour se donner plus de chances d'être accepté. Question suivante. Quel est le niveau minimal de langue exigé? Je vais me baser sur le cadre européen pour les niveaux de langue. Donc, normalement, il y a 6 niveaux. Il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, c'est le niveau le plus bas. C2, c'est le niveau le plus élevé. La majorité des universités dans le monde entier vont exiger un niveau B2 pour pouvoir accéder à leur formation. Quelques universités peuvent accepter un B1, d'autres universités peuvent demander un niveau supérieur C1 et même C2 des fois. Mais ce qu'il faut savoir, si aujourd'hui mon niveau de langue n'est pas bon, appelons les choses par leur nom, tout simplement, vous avez le droit d'aller faire des formations dans des centres de langue aussi. Question suivante. Quel est le budget minimal à allouer pour étudier au Canada? Je ne pourrais pas vous donner un budget minimal parce qu'il y a une grande fourchette, mais je peux vous donner par contre le coût moyen des frais de scolarité. On parle de 17 000 $ canadiens, c'est très important, dollars canadiens. C'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des formations qui coûtent moins cher que ça et d'autres formations qui coûtent plus cher. La question suivante. Est-ce que je peux bénéficier de bourses? Il y a des bourses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bourses majoritairement, ce sont des bourses d'excellence. Ça veut dire que c'est mon dossier scolaire qui va me permettre d'obtenir cette bourse-là. Sinon aussi, ce sont les universités qui donnent la majorité des bourses. Donc l'université pour laquelle vous allez postuler, renseignez-vous auprès du service des étudiants. Est-ce que vous avez des bourses pour les étudiants étrangers et c'est quoi les conditions? Sinon, vous pouvez voir avec le gouvernement de votre pays. S'il y a un service de bourse au ministère de l'Éducation, renseignez-vous. Est-ce que vous octroyez des bourses pour les étudiants du pays qui souhaitent aller étudier à l'étranger? Et vous allez avoir votre réponse. Il y a aussi des bourses gouvernementales données par des organismes internationaux. Et ça, il faut aller sur le site internet des organismes, l'ONU, UNESCO ou autres. Allez sur le site et vous allez avoir la bonne réponse. Sinon, les gouvernements de pays donnent des fois des bourses pour les étudiants étrangers. Et là, c'est simple, allez sur le site de l'ambassade de ce pays-là dans votre pays ou envoyez-leur un email. Exemple, la Turquie octroie des bourses pour les étudiants internationaux. La Corée donne des bourses pour les étudiants internationaux, le Japon donne des bourses pour les étudiants internationaux, mais ça, pour avoir l'information à jour, allez sur le site de l'ambassade. Et juste un petit conseil pour cette question-là, allez chercher, s'il vous plaît, l'information à la bonne source. Arrêtez de faire de la cueillette d'informations dans des groupes Facebook où des gens parlent et donnent des informations des fois qui sont fausses. Et je peux vous confirmer, je lis des fois, elles sont majoritairement fausses ou erronées. Pas par mauvaise foi, mais parce que la personne a reçu l'information fausse, il la transmet. Donc renseignez-vous à la bonne source, contactez l'université, contactez le ministère de l'Éducation de votre pays, contactez l'organisme international, contactez l'ambassade du pays dans lequel vous voulez étudier, et vous aurez la bonne réponse tout simplement. La dernière question, est-ce que j'ai le droit de travailler au Canada en étant étudiant étranger? Oui, vous avez le droit de travailler en étant étudiant étranger à raison de 20 heures par semaine pendant les études. Et
vous pouvez travailler à temps plein pendant les vacances. Ceci dit, quelques petites spécificités. Si par exemple mes cours commencent le mois de septembre et ma première entrée au Canada était le mois de juillet, je n'ai pas le droit de travailler ni juillet ni août. Il faut que je commence mes cours pour avoir le droit de travailler. Ça, c'est très très important. Donc, faites attention, c'est trop sensible et des gens qui ne vont pas respecter bien sûr la législation, ça peut leur causer des problèmes. Nous avons fini nos questions. J'ai envie de conclure avec un petit conseil. Si vous avez un projet d'études à l'étranger pour l'année prochaine, n'attendez pas d'avoir une visibilité de la situation actuelle. Déposez vos demandes d'admission, déposez vos demandes de visa, déposez vos demandes de permis d'études. Ça ne sert à rien d'attendre. Sachez que les universités ont des dates limites. Les dates limites, des fois, c'est 8 mois, 7 mois avant le début des cours. Ça veut dire que si vous attendez, vous allez attendre plutôt d'avoir une visibilité, sûrement vous allez commencer les cours en septembre 2021. Donc, ne ratez pas cette occasion de postuler vu que tout est accessible via les sites internet. Je suis très content de faire cette première vidéo avec vous. Mon souhait le plus grand est que je puisse répondre à la majorité des étudiants et des parents. J'espère que ça va vous servir à quelque chose. C'est l'objectif. Et en cette occasion du mois de Ramadan, j'ai envie de vous dire Ramadan Mubarak. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه وأن يرفع عنا هذا الوباء. À très bientôt.